Les dinosaures ont-ils vraiment dominé la Terre au Jurassique? Nous avons vu lors du voyage à l'époque du Trias, cette première période du Mésozoïque fut synonyme de renouveau. C'est un peu comme si les cartes de la biologie et de la géologie terrestre avaient été redistribuées. Un nouveau monde se construit et les piliers d'un nouvel ordre du vivant se dessinent. Le Trias est comme un tremplin menant à la faune et la flore luxuriante du Jurassique. Souviens-toi, la période triassique débute après une extinction de masse très importante. Sans doute l'une des plus importantes que la Terre ait pu connaître jusqu'ici. Si l'on combine les pertes terrestres et maritimes, certains chercheurs estiment que jusqu'à 95% des espèces ont disparu de la surface de la Terre à cette époque. Pourtant, après plusieurs milliers d'années, le monde du vivant s'est reconstruit sur de nouvelles bases. Si le Trias est synonyme de renouveau, il se définit également comme une période de transition. Il a débuté sur les cendres du Permien, dernière période du Paléozoïque, et il donne naissance au Jurassique, là où tout commence véritablement pour bon nombre d'espèces phares du Mésozoïque. Au fil des millions d'années, les espèces végétales, marines et terrestres sont parvenues à retrouver un certain équilibre. Comme après chaque crise biologique, le monde du vivant s'adapte et se renouvelle. Le supercontinent de la Pangée n'existe plus, morcelé par les océans Atlantique et Téthys. Les reptiles marins partent à la conquête des eaux marines, tandis que les dinosaures se diversifient aux côtés des premiers oiseaux et de nombreux insectes. C'est aussi l'ère du gigantisme. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons pour une nouvelle expédition temporelle à la découverte de l'ère des géants. Comment? Pourquoi? Qui sont ces colosses du Jurassique? A-t-on raison de parler de l'ère des géants? Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage! Nous allons le voir bientôt. Les dinosaures ont occupé une place majeure au cours du Jurassique. Mais pour y parvenir, ils ont dû surmonter bien des obstacles. Leur place, ils l'ont gagnée au prix de multiples efforts d'adaptation et de radiation. Des animaux emblématiques de la période précédente ont été voués à la disparition. Ils n'étaient pas en capacité de s'adapter aux changements drastiques que la Terre pouvait connaître à ce moment-là de son histoire. Le chaos a régné durant de nombreux millénaires. Si la faune a été fortement impactée par l'extinction de masse, la végétation en revanche l'a été beaucoup moins. La végétation, encore largement présente, a ainsi permis à de nouvelles espèces, plus adaptées à ce nouvel ordre climatique et géologique, d'occuper les places laissées vacantes au sein des niches écologiques terrestres. Durant le Trias, même si les premiers dinosaures font une entrée remarquée sur la scène terrestre, ils sont encore loin d'être les héros principaux de la période. Ce sont en effet plutôt les archosauriens de la lignée crocodilienne, comme les rauisuchiens, qui règnent en maître sur le continent unique. Ils sont puissants et peuvent atteindre des tailles très importantes, jusqu'à 7 mètres pour les plus imposants. Au fil des évolutions et durant le Trias supérieur, les premiers dinosaures émergent et tentent de se faire une place au sein de l'écosystème terrestre. Mais rien n'est encore gagné pour eux.
En effet, le Trias s'achève sur une note dramatique. La période se termine comme elle a commencé, sur une crise biologique. Cette crise Trias-Jurassique, la 4e extinction de masse de l'histoire de notre planète, tient sans doute son origine dans le déchirement de la Pangée. Ce continent unique, formé à la fin du Carbonifère, va faire face, à travers une activité tectonique très forte, à l'apparition d'énormes failles. Pour comprendre, observons la Terre de l'intérieur. Comme tu peux le voir, par endroits, la croûte terrestre s'amincit, s'affaiblit et finit donc par se fissurer chaque fois un peu plus. Le magma qui se situe dans les entrailles de la Terre et qui est sous pression constante trouve dans ces failles le moyen d'évacuer cette tension. Il s'engouffre dans les fissures de la croûte et finit par éventrer le sol terrestre. Durant des centaines de milliers d'années, des tonnes de magma vont surgir de ses entrailles et venir déchirer chaque fois plus fortement le continent Pangée. Il se disloque et se disperse. De cette fracture va naître au fil des millénaires l'océan Atlantique Nord. Comme tu l'imagines, une telle activité terrestre n'est pas sans conséquences sur le climat et par extension sur la faune. Les prémices d'une extinction de masse se dessinent. Une crise biologique d'une très grande ampleur semble alors inévitable. Mais comme dit le dicton, après la pluie vient le beau temps. C'est ainsi qu'après chaque crise biologique, le monde du vivant finit par se renouveler. Il doit s'adapter, évoluer, puis se diversifier, jusqu'à retrouver une harmonie et une certaine stabilité. Après la crise, de nombreuses places étaient à pourvoir dans toutes les niches écologiques de la planète. Serait-ce pour cette raison que les dinosaures ont pu entamer leur ascension sur le sol terrestre? Sans doute. Mais avant de rencontrer ces fameuses espèces émergentes, découvrons ensemble le climat et la géologie de la Terre aux prémices du Jurassique. Nous en apprendrons sûrement davantage sur les raisons de leur essor en étudiant plus en profondeur le contexte de l'époque. Le Jurassique débute il y a environ 200 millions d'années et s'achève il y a 145 millions d'années. La période s'étire donc sur 55 millions d'années environ. Le Jurassique tire son nom du Jura, région de France où les scientifiques ont retrouvé des calcaires et de nombreux fossiles datés de cette période. Tout comme le Trias, le Jurassique est subdivisé en 3 grandes périodes, 3 époques qui se caractérisent par des événements particuliers. On retrouve tout d'abord le Jurassique inférieur. Cette première étape est un peu l'introduction du Jurassique. Elle commence il y a moins 200 millions d'années environ et se termine vers moins 175 millions d'années. Les restes du Trias sont alors encore très présents, mais des changements assez conséquents commencent à s'opérer. Cette sous-période du Jurassique pose, si l'on peut dire, les bases d'une nouvelle période en construction. Durant le Jurassique inférieur, on peut voir l'énorme faille du continent Pangée se former entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. On remarque également que l'océan Thétis, situé à droite dans le creux de la Pangée, s'engouffre inévitablement dans cette faille et apporte son aide dans l'affranchissement des 2 futurs continents, Gondwana au sud et l'Eurasie au nord. Mais outre ces changements géographiques et géologiques, on remarque aussi que le monde du vivant prend un nouveau tournant. De nouvelles espèces émergent.
Passons maintenant au Jurassique moyen, qui s'étend entre moins 175 millions d'années et moins 161 millions d'années. Voici une carte du monde. Il y a 170 millions d'années. On voit une nouvelle fracture se dessiner dans l'hémisphère nord. D'un côté, l'Amérique du Nord, de l'autre, l'Eurasie. Au sud, les futurs continents, tels que l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Australie et même l'Antarctique sont encore fortement liés, même si l'ébauche de quelques fractures débute son œuvre de dislocation. Pour la faune et la flore, c'est une période d'explosion démographique. Le monde du vivant devient de plus en plus riche et diversifié. À la fin de la période, vers 150 millions d'années, soit au milieu du Jurassique supérieur qui s'étend de moins 161 millions d'années à moins 145 millions d'années, on peut vraiment voir que les fractures au sud de l'hémisphère se dessinent de plus en plus franchement. La partie du Gondwana, qui forme l'Inde, l'Australie et l'Antarctique, s'écarte de plus en plus de celle qui réunit encore l'Amérique du Sud et l'Afrique. Au nord, on peut également voir de nouveaux changements, notamment sur le continent qui formera prochainement l'Europe. Pour l'instant, il n'est qu'un énorme archipel et il se situe au cœur de l'océan Téthys. Comme tu peux le voir, la géographie au cours du Jurassique connaît de nombreux changements. Le visage de la Terre tel que nous le connaissons aujourd'hui se construit doucement. Une deuxième valse des continents est en train de se jouer. Cette fois, elle ne favorise pas la formation d'un continent unique, mais au contraire, la constitution de plusieurs continents parfaitement distincts. De tels changements géologiques ont des conséquences importantes sur le climat. Dans la première partie du Trias, nous avions pu noter une forte hausse des températures. Mais dès la seconde période, les températures s'adoucissent nettement. Cette baisse se poursuit au cours du Jurassique. Mais les températures remontent quelque peu au cours de la période en raison notamment des activités terrestres que nous avons pu évoquer précédemment. Il n'y a pas encore de calottes polaires qui permettent de rafraîchir un peu la Terre et de freiner le rayonnement du Soleil. Pour autant, le climat est plutôt favorable à la végétation et par extension aux animaux terrestres qui profitent de ce couvert végétal. Le Jurassique est chaud et humide. Il n'a rien à voir avec ce que nous pouvons connaître aujourd'hui sur la Terre. Ce climat favorise l'expansion de la flore. Le couvert végétal est luxuriant et bien développé et permet donc à la faune de combler de nombreuses niches écologiques. Regarde comme la forêt du Jurassique est incroyable. Le paysage qui s'offre à nous est tout simplement magnifique. Après une telle crise, un couvert végétal si dense et luxuriant est rassurant. Il y a quelques millions d'années en arrière, le spectacle était bien différent. Tout n'était que désolation, un véritable chaos. Cette fois, la vie semble habiter cette forêt. Commençons notre voyage au cœur de ces sous-bois. Nous aurons sûrement ensuite l'occasion de rencontrer quelques-uns des habitants de cette forêt et de découvrir des espèces emblématiques du Jurassique. Dans quel paysage nos fameux dinosaures du Jurassique évoluent-ils? Pour comprendre les futures diversifications des espèces de dinosaures, il est important de connaître le contexte, mais aussi le monde dans lequel ils évoluent. Ces derniers profitent, nous l'avons vu, d'un couvert végétal luxuriant. Mais à quoi ressemble-t-il vraiment?
Des petits buissons aux grands arbres, la végétation offre de multiples niches écologiques pour les insectes et autres vertébrés. La végétation favorise l'essor des herbivores, mais également des petits carnivores qui se nourrissent d'insectes par exemple. D'autres prédateurs profitent de l'abondance de ces petites proies carnivores et insectivores pour se nourrir à leur tour. Les gros carnassiers se nourrissent eux-mêmes de ces derniers, et la boucle est bouclée. Autrement dit, c'est une chaîne alimentaire complète qui se dessine grâce à toutes ces plantes que tu peux voir devant toi. Dans la forêt, on retrouve donc un peu tous les régimes alimentaires, de l'herbivore au carnivore, en passant par l'insectivore et même l'omnivore. Cette diversité alimentaire est possible grâce à la variété de végétation et de milieux que l'on retrouve au Jurassique. Il faut pénétrer au cœur même de la forêt pour le comprendre. Une fois dans ce sous-bois, on peut observer la richesse du couvert végétal, mais aussi les différentes strates de la forêt se dessiner, de la plus basse et la plus fournie à la plus haute et la plus clairsemée. On peut également voir combien les genres et les espèces sont variés. Pour aborder la végétation du Jurassique, commençons par évoquer les fougères. Eh oui, elles sont toujours présentes à cette époque, comme elles ont pu l'être par le passé, et elles profitent même de nouvelles radiations évolutives. Elles constituent une large part du couvert végétal de la période. Dans ce grand groupe, il y a énormément de familles, de genres et d'espèces. Toutes les familles, parfois bien différentes les unes des autres, trouvent leur place au sein d'une niche écologique particulière. Ces différences chez les fougères entraînent également une diversification chez les insectes et les petits animaux qui en dépendent. Chez les fougères du Jurassique, on peut citer plusieurs familles, telles que Gleichenia truncata, Osmundastrum, Dipteridaceae. D'autres plus hautes sont également très présentes, comme Dingsoniaceae ou encore les Cyatheaceae. La grande diversité de ces fougères joue un rôle déterminant dans les forêts du Jurassique. Nous l'avons dit à l'instant, car elles constituent la base de certaines niches écologiques. Mais leur position dans la forêt explique également pourquoi elles incarnent si parfaitement ce rôle dans l'écosystème. Les fougères font partie de ce que l'on appelle les strates inférieures de la forêt. Pour imaginer un peu les choses, on peut dire qu'elles forment une sorte de prairie verdoyante dans les sous-bois. C'est un vrai petit paradis de verdure pour tous les insectes, mais aussi pour les petits animaux qui y trouvent un abri et de la nourriture en abondance. Quoique, petits, pas toujours. Les fougères ont également abrité la grande famille des sauropodes géants. Mais nous y reviendrons un peu plus tard, une fois notre tour d'horizon des végétaux du Jurassique terminé. Durant cette période, il y a des fougères en abondance donc, mais il y a également bien d'autres végétaux. Après les fougères et les petits buissons qui forment le sous-bois, il y a une strate médium et une strate plus haute qui constitue la forêt à proprement dit. Cette forêt jurassique est luxuriante et foisonnante un peu partout sur le globe terrestre. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer que la végétation puisse être aussi fournie sur tout le sol terrestre, car les différents continents et zones géologiques incarnent différents types de climats et donc de végétation. Mais au Jurassique, même aux confins de l'actuel Groenland par exemple, connu pour ses glaces et son froid saisissant, on connaît une végétation riche et développée contrairement à aujourd'hui, où la végétation est plutôt basse et peu étendue. On peut établir
3 grands groupes de végétaux arborescents au Jurassique. Le premier groupe comprend les conifères appelés également pinophytes. Dans ce groupe, on compte notamment les Cheirollepidyaceae, une famille aujourd'hui éteinte. Les Orochariaceae et les Podocarpaceae, en revanche, perdurent encore de nos jours. Les pinophytes sont des arbres de grande taille. On les distingue assez facilement des autres grâce à leurs fruits en forme de cône. Ces cônes servent à la plante d'organes reproducteurs. Sur cet arbre, certains cônes sont des mâles, d'autres des femelles. On appelle ces arbres des gymnospermes. Pour que la reproduction fonctionne, il faut un petit coup de pouce de mère nature, notamment du vent, mais aussi de quelques insectes de la famille des mécoptères qui s'activeront à leur tâche dès le Jurassique moyen. Ils fourniront également une niche écologique pour de petits animaux insectivores qui s'établissent dans la forêt. Tout est lié dans la nature. Le gros avantage de ces pinophytes, c'est leur capacité à s'établir dans des milieux bien différents, même les plus rudes. Ils sont ainsi parvenus à coloniser une grande partie des terres émergées, même les régions intertropicales, ou les milieux salés près des côtes et des zones maritimes par exemple. Mais cela ne suffira pas à concurrencer les angiospermes, les plantes à fleurs, qui occuperont bientôt une large partie de leur territoire. Outre les pinophytes, la forêt est également peuplée de gingophytes. Ces espèces de ginkgos sont des dominants de la canopée. Ils peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de haut. Dans cette forêt, on peut voir des ginkgo digitata et andiatoïdes. Les digitata ont des feuilles en éventail découpé. Ces espèces apprécient les climats tropicaux et semi-tropicaux. L'absence de cônes et leurs fameuses feuilles palmées permettent de les distinguer des conifères précédents. Ces espèces offriront, elles aussi, de nouvelles opportunités à la jeune faune qui s'installe progressivement sur notre planète Terre au cours du Jurassique. Revenons à la strate inférieure de la forêt. Dans la région, elle est également colonisée par un autre type de végétaux, les cycades. Le groupe très dominant et emblématique de l'époque est sans doute formé par ce que l'on appelle les cicadophytes. Les cycas sont bien loin d'atteindre les hauteurs du groupe précédent. Leur feuillage recouvre en effet l'étage inférieur de la forêt, un peu comme les fougères. On les retrouve surtout dans les zones plus tropicales, avec un climat chaud et humide très caractéristique. Cette zone tropicale constitue un milieu largement favorable pour ces plantes, mais également pour de nombreux insectes et petits animaux qui en dépendent. Certaines de ces espèces, comme Pseudoctenis ou encore Nilssonia, ressemblent un peu à des palmiers, avec une couronne de grandes feuilles qui tombent et forment le tronc. Les prêles sont également très présentes, en particulier dans ces mêmes zones humides. Ces plantes peuvent servir de nourriture à un certain nombre d'herbivores et donc favoriser le développement d'une chaîne alimentaire équilibrée et d'un écosystème stable. Il est vrai que si ces strates inférieures profitent aux insectivores et aux petits carnivores, on peut voir ici que les herbivores trouvent également de quoi se sustenter. Chez les prêles, on peut citer deux grandes espèces très populaires à cette époque. Il s'agit des néocalamites et des équisétales. Ces forêts
outre leur grande diversité de végétaux, abritent des milieux bien différents. On peut se retrouver face à une jungle telle que l'on pourrait l'imaginer en Amazonie. On peut également retrouver des marécages et des plantes basses, mais aussi de grandes clairières où le soleil inonde le sol de sa chaleur, ou encore des paysages côtiers. Tous ces milieux forment des niches écologiques diverses et donc profitent à des espèces très variées. Il est temps de partir à leur rencontre. Restons aux abords de la forêt, à proximité de ce marécage, pour commencer notre découverte de la faune du Jurassique, avec un groupe que nous suivons depuis un petit moment déjà, les amphibiens. Tu t'attendais plutôt à parler des dinosaures, n'est-ce pas? En évoquant la faune du Jurassique, on pense effectivement tout de suite aux dinosaures. C'est le groupe emblématique du Jurassique et sans doute le plus important du règne animal durant cette période. Mais on oublie parfois que bien d'autres espèces, très diverses, ont contribué au tissage d'un véritable écosystème dans lequel ces dinosaures ont justement pu s'épanouir pleinement. Chacune de ces espèces fait partie d'un grand tout et chacune d'entre elles a un rôle à jouer pour la survie des autres. Les dinosaures sont loin d'être les seuls à occuper la Terre à cette époque. Et les différents groupes que nous allons voir à présent ont sans doute contribué à leur essor. Revenons donc à nos fameux amphibiens. Au cours de la période carbonifère et permienne notamment, les amphibiens étaient pour ainsi dire les principaux prédateurs terrestres. Leur taille était alors parfois bien supérieure à celle à laquelle nous aurions pu nous attendre si l'on se réfère aux amphibiens que nous connaissons actuellement. Au Jurassique, ils ont largement perdu cette place de choix. Malgré leur grande taille, la population des amphibiens a considérablement diminué au profit de nouvelles espèces. Après la crise du Trias, l'arrivée des premiers dinosaures et la grande diversification des lézards, ces animaux ont vu leur niche écologique se réduire à vue d'œil. Tous ces éléments ont donc en toute logique entraîné une chute démographique. Lorsqu'il n'y a plus de nourriture et une perte de territoire, l'espèce se meurt à petit feu. Malgré tout, quelques-uns parviennent à tirer leur épingle du jeu et à survivre à la période du Trias. Ces derniers parviennent même à s'installer confortablement au Jurassique. Tout n'est donc pas totalement perdu pour nos amphibiens. Au cours du Jurassique moyen et supérieur, nous allons découvrir un groupe qui va continuer de croître jusqu'à aujourd'hui à travers 3 grandes familles. Il s'agit des lysamphibiens. Ils forment le seul groupe survivant de la classe des amphibiens. Cette jolie Vieiraella qui se trouve près de ce point d'eau est une belle occasion pour aborder les nouvelles familles de lysamphibiens. Il s'agit en effet sans doute de l'une des plus anciennes grenouilles et elle fait partie de la famille des anoures. Se nourrissant d'insectes, cette petite Vieiraella mesure quelques centimètres de long à peine. Aussi petite soit-elle, elle arbore déjà les caractéristiques physiques des grenouilles, telles que nous les connaissons aujourd'hui, avec notamment la forme de sa tête, de grands yeux et des pattes musclées. Sans connaître son groupe et sa lignée, on peut facilement envisager que c'est une grenouille primitive, rien qu'en observant son comportement et sa silhouette. Chez les lysamphibiens, on compte donc la famille des anoures, avec des grenouilles comme celles que nous venons de voir. Les lysamphibiens regroupent également la famille des urodèles, c'est-à-dire des salamandres, ainsi que la famille des gymnophiones, des amphibiens vermiformes appelés également apodes ou cécilies. Ce sont ces 2 dernières familles qui vont nous intéresser à présent.
Toujours dans les marécages du Jurassique, un insectivore bien différent de Viraella parcourt ce même environnement. Il s'agit cette fois d'une des toutes premières salamandres, si l'on en croit les dernières recherches paléontologiques. Carorus charovi a en effet tous les attraits d'une salamandre. On reconnaît sa tête triangulaire et ses yeux pointant vers le haut, ainsi que ses pattes très caractéristiques. Elle mesure 20 cm environ. Sa tête semble plus aplatie que nos salamandres actuelles et la forme triangulaire est également plus prononcée. D'après les résultats d'études menées sur des fossiles de Carorus, il semble que cette petite salamandre primitive se nourrissait d'escargots, de vers, de crustacés et peut-être même d'insectes. Elle apprécie les eaux douces et trouve dans cet environnement tout ce dont elle a besoin pour survivre. Au début du Jurassique, un amphibien en forme de ver est également apparu. On pense rarement à ce type de morphologie lorsque l'on évoque les amphibiens. Et pourtant, les céciliens, ressemblant à des vers, font bel et bien partie de cette grande famille. Ils aiment les forêts humides, denses et chaudes, et dans les marais, notamment ceux d'Amérique du Nord. Cette Eocaecilia y trouve largement son compte. Il mesure environ 15 cm de long. Il est donc assez discret, contrairement aux céciliens modernes que nous pouvons rencontrer sur le continent. Celui-ci n'a pas perdu ses pattes. Si tu es observateur, tu verras qu'il a 2 petites pattes à l'avant, peu après la tête, et 2 autres à l'arrière, proches de la queue. Les céciliens modernes ont une vue peu développée et vivent souvent sous terre. Il se peut donc que notre Eocaecilia micropodia, avec ses pattes et ses yeux un peu plus développés que les spécimens modernes, profite davantage du grand air que ses descendants. Il se nourrit, comme les autres amphibiens que nous avons rencontrés, d'insectes en tout genre. Il faut dire qu'au cours de la période, ils se sont largement diversifiés eux aussi. On observe notamment chez le groupe des diptères, qui compte les mouches et les moustiques, une explosion de nouvelles espèces. Dans ce marécage, on peut voir ici une libellule Tarsophlebia. Un peu plus loin, sur une des plantes à graines très courantes du Trias au Crétacé, les Benetitales violandiella, on peut également voir un nouveau type de diptère, sans doute un proche parent des cousins. Il y a également sur le plan d'eau un autre petit insecte d'environ 6 mm de long que l'on appelle Galomesovelia grioti. Il s'agit, d'après les paléontologues ayant travaillé sur le sujet, d'une araignée d'eau et sans doute du plus ancien fossile d'insectes aquatiques de l'ordre des Gyromorpha jamais mis au jour. La région étant propice à l'observation des insectes, arrêtons-nous ici quelques instants pour étudier attentivement quelques-uns d'entre eux. Nous l'avons évoqué à l'instant, les moustiques et les mouches ont eux aussi connu une grande radiation et une vraie explosion démographique. Le climat et l'expansion de la végétation ont largement favorisé l'essor de ce type d'insectes. Mais ce n'est pas la seule raison. Les premiers insectes apparaissent dès le Paléozoïque et sont majoritairement terrestres dans un premier temps. Mais l'acquisition des ailes et donc la capacité du vol a fortement élargi leurs possibilités de niche et par extension leur territoire. On retrouve des hyménoptères, comprenant les abeilles, les guêpes ou encore les fourmis. Les lépidoptères avec 2 paires d'ailes membraneuses comme les papillons. Des diptères comptant 2 ailes comme les mouches. Les moustiques et les thons ou encore les neuroptères, comptant les chrysopes et les fourmilions.
L'un des groupes les plus représentés au cours du Jurassique chez les diptères est sans doute celui des Strachilidae. Ce groupe comprend deux genres, le Strachila et le Faucilla. Ces mouches ont des ailes, contrairement à ce que les scientifiques avaient pu penser dans un premier temps en étudiant les fossiles, notamment ceux conservés dans l'ambre. Ce qui les a induits en erreur, c'est justement des restes fossiles, sans ailes. L'explication vient en réalité de leurs ailes caduques. Comme de nombreux insectes actuels, les fourmis par exemple, ces mouches perdaient leurs ailes sans doute après l'accouplement. On peut également remarquer un dimorphisme sexuel chez ces espèces. Les mâles ont des pattes postérieures élargies. Cette spécificité s'explique par les besoins de l'accouplement, puisqu'au cours de leur ébat, le mâle doit se positionner au-dessus de la femelle et se maintenir ainsi à l'aide de ses pattes arrière. Les chrysopes font partie des neuroptères, qui sont caractérisés par deux paires d'ailes membraneuses de la même taille avec des nervures nombreuses et clairement visibles. Les chrysopes du Jurassique ont beaucoup à nous apprendre. Des fossiles ont permis par exemple de comprendre que ces insectes utilisaient déjà à l'époque la technique de camouflage comme moyen de survie, notamment à l'état larvaire. Ils se fondent dans le décor, se font oublier et peuvent ainsi espérer passer entre les mailles défilées des prédateurs alentours. La Polystoecote punctata, couramment appelée chrysope géante, est apparue au Jurassique et existait encore jusque dans les années 50-60. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la chrysope géante semble être à nouveau d'actualité. Un spécimen a été retrouvé en Arkansas aux États-Unis en 2012. Mais ce n'est qu'en 2020 que le professeur Michael Swarla, entomologiste, fait le rapprochement avec la Polystoecote punctata. Il n'y a pas que dans la forêt que les insectes pullulent. Dans le milieu aquatique, de nombreuses espèces sont également très présentes. Encore un insecte géant. Eh oui, le Jurassique a lui aussi connu des insectes de taille plutôt exceptionnelle. Mais heureusement pour nous, Morrissonepa, contrairement à la chrysope géante, a bel et bien disparu. Morrissonepa fait partie des punaises aquatiques géantes, comme le genre Letocerus. Et ces derniers ne sont pas réputés pour leur beauté ni leur douceur. Ce sont des insectes dont la piqûre est très douloureuse, puisqu'ils injectent, en plantant leur rostre dans leur proie, une salive bourrée d'enzymes qui décomposent les protéines. Aucune chance d'y réchapper. À l'aide de sa trompe, la punaise géante n'a plus qu'à aspirer le gourmand cocktail de la mixture préparée, un liquide corporel semi-digéré de la proie. Si les Litocerus peuvent s'attaquer à des escargots, des crustacés, des poissons, des amphibiens ou encore des serpents, il se peut que notre Morrissonepa ait les mêmes goûts culinaires. D'autres formes d'insectes font également leur apparition. Nous le verrons d'ici peu. Les dinosaures, notamment ceux à plumes, mais aussi les mammifères à poils, émergent également au Jurassique. Ces plumes et ces poils offrent de nouvelles opportunités aux insectes qui s'accrochent facilement à leurs nouveaux hôtes. Les puces, par exemple, des insectes hématophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de sang, font donc leur grande entrée dans le règne animal aux grandes dames de leurs hôtes. C'est enfin au Jurassique que les tout premiers serpents vont apparaître. On peut voir ici l'un des plus anciens au monde, Diablophis. Diablophis, mais aussi Portugulaphis ou encore Parviraptor sont des serpents primitifs. Ils ont bien sûr des points communs avec nos serpents actuels, notamment la forme particulière de leur crâne.
mais ils connaissent également quelques divergences. D'après les études fossiles, même si les restes sont peu nombreux et souvent incomplets, les paléontologues ont des raisons de penser que ces serpents avaient encore leurs pattes. Si l'on résume le contexte du Jurassique vu dans cette première partie de vidéo, on peut voir que les végétaux, les insectes, les amphibiens, les serpents et autres petits animaux de la forêt et de la végétation basse fournissent un écosystème riche et des niches écologiques variées. Chacun, à son échelle, a favorisé l'expansion des dinosaures. Il est impossible d'évoquer la faune du Jurassique sans évoquer les dinosaures, bien sûr. Nous y voilà donc enfin, en plein cœur du Jurassique, face à ces fameux dinosaures. Ce sont les animaux emblématiques de la période. Ils étaient très diversifiés au Jurassique, mais également très nombreux. Souviens-toi, les dinosaures sont apparus dès le Trias. Mais leur présence était encore assez timide. Et puis, après la crise, certains d'entre eux n'ont pas survécu. Pour autant, le Jurassique ne marque pas la fin de ce grand groupe, bien au contraire. Les dinosaures vont s'approprier largement la période et régner en maîtres aux quatre coins du monde. Mais tout ne s'est pas fait en un jour. Pour eux, tout a débuté avec les archosaures, leur ancêtre commun. Un clade animal qui comprend les crocodiliens, les oiseaux, les ptérosaures et bien sûr, tous les dinosaures. Le point commun à toutes ces espèces qui, de prime abord, semblent bien différentes, correspond à une particularité, le gésier. Cette partie musculeuse sert à broyer les aliments durs. Au fil des millénaires, les archosaures ont donc formé différentes lignées, dont celle qui nous intéresse plus particulièrement maintenant, les dinosaures. Leur apparition est encore assez fragile au début du Trias, d'autant plus que les premiers spécimens font déjà face à des difficultés importantes qui vont freiner leur évolution dans un premier temps. La crise biologique qui marque la fin de la première période du Mésozoïque. Il a donc d'abord fallu du temps pour que la nature se remette des obstacles qui se sont dressés devant elle. Le Jurassique représente donc une période d'accalmie dans un premier temps. Le Jurassique inférieur, plus particulièrement, est une période transitoire où la nature et le monde du vivant reprennent peu à peu leurs droits. Il y a des espèces qui s'éteignent et d'autres qui subsistent. Et c'est à peu près tout. Aucune radiation majeure, aucune explosion démographique de quelque espèce que ce soit. Mais une fois le Jurassique inférieur terminé, le Jurassique moyen est marqué par une grande explosion de diversification et le développement de nombreuses espèces. Cette explosion démographique et radiative se poursuit d'ailleurs au cours du Jurassique supérieur. Et ces espèces font pour la plus grande majorité d'entre elles partie de la vaste famille des dinosaures. On peut dire qu'à partir du Jurassique moyen, l'ère des dinosaures est véritablement installée. Adaptation, radiation, évolution, diversification, explosion démographique, tout est réuni pour que les dinosaures deviennent des acteurs majeurs de la période jurassique et plus largement d'une grande partie du Mésozoïque. Si dès le Trias, deux grands groupes de dinosaures ont déjà fait leur apparition, au Jurassique, la diversité des ornithischiens et des saurichiens explose. Chez les ornithischiens, principalement des herbivores qui se déplacent en troupeau, on voit apparaître trois grands groupes qui vont agrandir la famille des dinosaures. Les thyréophores, les ornithopodes et les marginocéphales.
Le sous-ordre des Tyréophores signifie en grec ancien « porteur de bouclier ». Cela te donne un indice sur la particularité de ce groupe. S'ils sont majoritairement des herbivores quadrupèdes, leur particularité réside surtout au niveau de leur dos, qui est cuirassé avec des plaques osseuses, des pics ou encore des éperons, selon les espèces. Nous avons vu en abordant la végétation tout à l'heure qu'il existait plusieurs strates dans le couvert végétal. Les plantes basses étaient l'un des mets favoris du dinosaure qui nous attend maintenant. Il est très populaire et reconnaissable entre mille grâce à ses fameuses plaques osseuses alternées en 2 rangées sur le dos. Voici le fameux stégosaure. Son corps est assez trapu, mais sa tête est plutôt petite par rapport au reste du corps. L'utilité des plaques osseuses du stégosaure fait encore débat auprès des scientifiques. Mais plusieurs hypothèses intéressantes ont été émises. L'une d'elles avance qu'il s'agirait d'un moyen dissuasif, voire défensif, contre des prédateurs. Les stégosaures, surtout les juvéniles, étaient la proie de dinosaures tels que l'Allosaurus ou encore le Ceratosaurus. D'après de récentes recherches, il semble également que ces plaques se gorgeaient de sang et donc arboraient une teinte rouge vif qui pouvait également fortement intimider n'importe quel audacieux prédateur. Mais il se peut également que ces fameuses piques soient tout simplement un atout pour la parade nuptiale, ou encore qu'elles aient une fonction thermorégulatrice. Si elles sont aussi vascularisées, elles peuvent en effet réagir un peu comme un panneau solaire, capter la chaleur et la transmettre dans le sang et ainsi réchauffer le corps de l'animal. Mais dans d'autres circonstances, lorsqu'il agite ses plaques par exemple, il peut au contraire refroidir son organisme. Autrement dit, il a la clim et le chauffage à portée de plaque. Pour se déplacer, il avait une bonne assise sur ses 4 pattes. Il est doté de 3 petits orteils sur ses pattes avant et de 5 orteils au niveau de ses pattes arrière. Sous chacun d'entre eux, il y a des coussinets. Il a en revanche une posture un peu particulière. Si tu observes sa silhouette, tu verras que ses pattes avant sont plus courtes que ses pattes arrière. La queue est bien au-dessus du sol, alors que la tête est quant à elle relativement basse. Cette morphologie peut s'expliquer en raison du type de nourriture qu'il consomme, puisqu'il se nourrit de plantes basses au sol. Il a un bec et de petites dents qui lui permettent de couper les végétaux et de les mâcher. Un autre genre de dinosaure jouissait de plaques osseuses, mais elles se distinguent assez nettement de celles du stégosaure. Voici maintenant un odosaure, un Borealopelta pour être plus précis. Comme tu peux le voir, il a une plaque osseuse qui forme des sortes de bandes, des nodules osseux, d'où son nom de lézard à nodules. Les fossiles de ce nodosaure ont permis aux scientifiques d'étudier notamment les restes de son estomac. Nous savons donc que ce dernier était un grand gourmand et qu'il était très friand des fougères qui tapissent le sol de la forêt. Il devait en consommer une grande quantité pour subvenir à ses besoins colossaux en énergie. Il faut dire que l'animal pèse plus d'1 tonne et mesure près de 5 mètres de long. Pour faciliter la digestion de ces fougères grasses, l'animal avalait également quelques pierres à l'occasion. Sa mâchoire n'était pas d'une grande aide pour la mastication. Il devait utiliser les gastrolites pour tirer un meilleur parti des plantes qu'il ingurgitait. Voyons maintenant l'un de ses cousins, un dinosaure très connu pour la particularité de sa queue. Tu l'as peut-être reconnu. Il s'agit de l'ankylosaure. Il est plus massif, environ
8 mètres de long, 2 mètres de haut et quasiment 4 tonnes reposent sur ses 4 pattes impressionnantes. Contrairement à d'autres membres des Thyréophores, il n'est pas uniquement doté d'un corps recouvert d'une épaisse armure cuirassée. Il a également une grosse massue au bout de la queue. Les dernières vertèbres caudales fusionnent entre elles pour former la massue. Il a également des tendons qui lui permettent de diriger et de manipuler cette massue, notamment de lui donner une certaine impulsion pour parer des coups ou en donner. Cet atout lui permet de se défendre contre les prédateurs qui sévissent dans la région où il vit, les forêts aux abords des rivières. Mais en cas d'attaque, il avait également tendance à s'aplatir au sol et à attendre le bon moment pour utiliser sa massue. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle il adopte ce comportement pour le moins particulier? Si tu regardes avec attention sa cuirasse, tu verras que celle-ci recouvre une bonne partie de son corps de la tête à la queue, mais pas son ventre. C'est son talon d'Achille, son point faible. Il doit donc le protéger en priorité s'il veut survivre au combat. Autre particularité de ce dinosaure, lui aussi avalait des pierres pour faciliter la digestion des plantes qu'il ingurgitait. Cette manière de procéder est très courante chez les dinosaures qui n'ont pas une bonne mastication ou suffisamment de dents développées pour y parvenir. Voyons maintenant un autre genre de dinosaures, avec les ornithopodes. Ils ne sont pas forcément les plus connus auprès du grand public. Et pourtant, ils constituent l'une des lignées de dinosaures qui eut le plus grand et le plus long succès évolutif. Il n'y a qu'à voir la grande diversité de sous-groupes qui définit cette branche. Fabrosaurides, Heterodontosaurides, Hypsilophodontides, Iguanodontides, Hadrosaurides, et chacun de ces sous-groupes compte un grand nombre d'espèces. Cette fois, les ornithopodes, contrairement aux thyréophores, s'ils sont pour la grande majorité effectivement herbivores, marchent plus facilement sur 2 pattes plutôt que 4. Les fabrosaures sont les ornithopodes les plus anciens, mais aussi les plus primitifs. Ils étaient très petits par rapport à d'autres groupes, entre 60 et 120 cm environ. Les hétérodontosaures sont déjà un peu plus développés. On voit le bec corné apparaître, mais aussi des dents plus complexes. Heterodontosaurus, par exemple, arborait 3 types de dents. Des dents aiguisées qui formaient une vraie mâchoire avec des crocs, mais aussi des dents larges pour broyer les végétaux. Un nouveau spécimen chez ce groupe a été mis à jour en 2012, même si sa découverte est plus ancienne. Pegomastax africanus est un petit animal de 45 cm de long, tout à fait étonnant. Si son crâne fait penser à un perroquet, son corps est plutôt semblable à un porc-épic. Et sa denture, quant à elle, plus proche d'un petit carnivore félin. Malgré des crocs et des canines aiguisées, il est bel et bien herbivore, et peut-être même frugivore, pour être tout à fait précis. D'après les descriptions réalisées par le paléontologue américain de l'Université de Chicago, Paul Sereno, les crocs l'aidaient à décrocher les végétaux, et notamment les fruits. Ensuite, les petites dents situées avant les canines permettaient de découper les végétaux. Il n'est pas non plus impossible que cette denture ait pu aussi lui servir pour se défendre en cas d'attaque de prédateurs, ou pour protéger son territoire, par exemple. Chez les Hypsilophodontides, on peut évoquer Hypsilophodon pour illustrer le groupe. On les retrouve aux 4 coins du globe. Ils sont plus grands que les précédents ornithopodes que nous avons rencontrés. Hypsilophodon peut atteindre 2 mètres de long et pèse environ 25 kg. Son bec, assez similaire à celui des tortues, lui permet de couper les végétaux dont il se nourrit. Côté démarche,
Son squelette semble indiquer qu'il est sans doute un bon coureur. Mais si ce dernier a toute son importance ici, ce n'est pas pour ses exploits en matière de course, mais surtout parce qu'il aurait peut-être donné naissance aux deux lignées suivantes, celles des hadrosaures et des iguanodontes. Ces derniers évoluent cette fois majoritairement sur quatre pattes. Il n'est cependant pas impossible que, pour fuir par exemple, ils soient capables de courir sur leurs deux pattes arrière. L'iguanodon est le second dinosaure à avoir été découvert dans l'histoire. Le nom donné à ce groupe est lié aux dents de ces animaux qui sont assez semblables à celles des iguanes que nous connaissons aujourd'hui. C'est un animal qui vit plutôt dans les savanes. Il se nourrit de fougères, mais aussi de plantes arborescentes comme des conifères, de cycas ou de ginkgo par exemple. Il était capable d'en venir à bout, car il avait la possibilité de mastiquer longuement. Nous l'avions évoqué au sujet de la végétation tout à l'heure, et c'est important de le préciser ici. Comme tu peux le voir au fil de la présentation de ces premières espèces de dinosaures, toutes les plantes que nous avons vues précédemment permettent de fournir une niche écologique à des dinosaures bien différents les uns des autres. Les ankylosaures apprécient les plantes basses, comme les fougères. D'autres mieux équipés et plus hauts, comme l'iguanodon, peuvent profiter de plantes arborescentes, comme les conifères ou les ginkgos. Clôturons cette petite parenthèse végétale pour reprendre, où nous l'avons laissé, l'étude des dinosaures, et en particulier celle des iguanodontes. Les recherches et les découvertes évoluant de jour en jour, dévoilant chaque fois un nouveau pan de notre histoire lointaine, le genre iguanodon est en cours de redéfinition, si l'on peut dire les choses ainsi. Certaines espèces d'iguanodons, par exemple, sont parfois nommées différemment, comme Baryllium, Dolodon, Hypselospinus, Taurolion ou encore Wadourstia. Tentons malgré tout d'établir quelques caractéristiques générales du genre en étudiant Iguanodon bernisartensis. Du haut de ses 5 mètres et de ses 9 mètres de long, il pèse près de 5 tonnes. Il fait donc partie des gros dinosaures. Cet herbivore avait malgré tout beaucoup de prédateurs. Pour se défendre, il se pourrait que son pouce lui ait été d'une grande aide. Tout du moins, celui-ci lui permettait de freiner les ardeurs de ses adversaires. Son pouce, très pointu, se transforme en effet en poignard contre les carnivores lorsque notre iguanodon se sent menacé. Autre spécificité du genre, son fameux bec de canard et sa langue préhensile lui permettent d'arracher la végétation. Le sujet de ses membres et de sa démarche a longtemps fait débat chez les scientifiques. Est-il un quadrupède, un bipède? Bipède uniquement à ses heures ou lorsqu'il est juvénile. Si quelques découvertes, notamment en 2000, ont permis de lever quelques mystères, le flou est encore assez relatif. Sa longue et lourde queue constitue le gros point de remise en question concernant sa démarche dans un premier temps. Pour comprendre les espèces anciennes, on s'appuie sur nos connaissances et la comparaison d'espèces actuelles. Ici, les scientifiques y voient un semblant de rapprochement avec le kangourou. Sa queue, forte et musclée, pourrait donc servir d'appui à l'animal qui marcherait alors sur ses 2 pattes postérieures. Mais dans les années 2000, les paléontologues mettent en lumière un nouveau point essentiel sur le squelette de l'iguanodon. Ses vertèbres caudales sont reliées et rigidifiées. La première thèse ne tient plus. Il semblerait que la queue soit plutôt un genre de balancier utile à l'équilibre, voire même selon les situations, un contrepoids.
s'il se déplaçait principalement sur ses quatre pattes. Il n'est cependant pas exclu qu'il se soit déplacé également de temps à autre sur ses deux pattes arrière, pour courir et fuir peut-être. La force des herbivores pour se défendre tient surtout dans la horde. En groupe, on est plus fort. Ils se protègent entre eux. Les iguanodons n'échappaient sans doute pas à la règle. Il se peut aussi qu'ils fassent partie d'une horde interespèces, aux côtés par exemple des ankylosaures, afin d'augmenter leurs chances de freiner les ardeurs des prédateurs alentours. D'autant plus que ces dinosaures ne se nourrissaient pas des mêmes végétaux. Ils avaient tout à gagner et rien à perdre à s'associer pour préserver leur sécurité. Voyons maintenant le dernier groupe d'ornithopodes, les hadrosaures. Selon certaines études paléontologiques, les hadrosaures seraient issus des iguanodontes. Ils ont, il est vrai, de nombreuses caractéristiques communes. On retrouve par exemple chez eux le bec de canard. Les hadrosaures ont un crâne aplati et élargi en forme de bec pour pouvoir atteindre et récolter les feuilles des arbres des forêts de type tropical. Cette capacité et leur dentition sont des atouts. Ils seront de la sorte privilégiés dans les prochaines radiations évolutives par rapport à d'autres herbivores qui ont besoin de gastrolites, par exemple, pour parvenir à digérer les végétaux. Les hadrosaures sont assez répandus au Jurassique, mais ils le seront encore plus au Crétacé. Ils s'installent un peu partout sur la planète, en Asie, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs dans cette région qu'un nouveau spécimen du genre a été découvert en 2021 par des étudiants d'une université canadienne, l'University of Reading. De nombreux types de dinosaures ont déjà été retrouvés dans la région. Mais cette fois, ce qui fait de ce fossile si particulier une référence unique en son genre, c'est son âge, son état de conservation et notamment sa peau fossilisée. Aucun doute que ces derniers éléments auront beaucoup de choses à nous apprendre. D'autant plus que cet hadrosaure serait un juvénile. Il se peut donc que les paléontologues en apprennent également davantage sur la croissance et le développement de ces dinosaures. Voyons maintenant notre dernier groupe de dinosaures ornithischiens, les marginocéphales. Les marginocéphales forment un clade particulier de dinosaures. S'ils sont tous herbivores, ils peuvent être bipèdes ou quadrupèdes. Leur point commun se situe surtout au niveau de la crête osseuse, étroite et horizontale, que l'on peut observer dans le prolongement arrière de leur crâne. Ce groupe va se développer plus largement au cours de la période suivante, le Crétacé. Mais on peut déjà admirer quelques-uns de ses membres dans la plaine du Jurassique. L'un des groupes les plus connus de marginocéphales est formé par les cératopsiens. Ce sont eux qui vont inaugurer ce groupe. Ils apparaissent dès la fin du Jurassique, dans la partie chinoise actuelle. Contrairement à leurs futurs descendants, nos premiers céraptociens n'ont pas encore la fameuse collerette, comme celle du célèbre Tricératops. Ils ont un corps blindé et un os rostral au niveau de la mâchoire. Cet os est en forme de bec et leur permet d'arracher les végétaux avec une facilité déconcertante. On peut voir cette mâchoire à l'œuvre chez le Psittacosaurus par exemple. Bipède, il fait la taille d'une antilope. Comme nos rongeurs actuels, il a des dents qui s'affûtent d'elles-mêmes. Elles s'usent afin de créer un bord tranchant pour venir à bout des plantes les plus coriaces. Malgré sa mâchoire efficace pour couper les végétaux, il n'est pas encore très bien équipé sur le plan digestif. Il doit donc utiliser des gastrolites pour écraser la nourriture dans son système digestif. On a retrouvé beaucoup de fossiles de Psittacosaurus. Chez certains d'entre eux,
on a retrouvé jusqu'à 50 gastrolithes. Les paléontologues pensent que ces gastrolithes pouvaient être stockés dans le gésier, la partie muscularisée de l'estomac. Notre Psittacosaurus clôture le chapitre des ornithischiens. Il est temps de découvrir les membres du second clade des dinosaures, les saurichiens. Au Jurassique, les saurichiens poursuivent eux aussi largement leur évolution. La branche mènera d'ailleurs aux oiseaux. Dans ce groupe de dinosaures, on voit très vite apparaître deux sous-groupes principaux. Les théropodes, des carnivores bipèdes pour la plupart, et les sauropodes, de gros herbivores quadrupèdes. Commençons par les théropodes qui ont connu une diversification fulgurante. Nous l'avons vu précédemment, de nombreux herbivores peuplaient le sol du Jurassique. Qui dit herbivore dit proie, et qui dit proie dit bien sûr prédateur. Si les herbivores étaient nombreux, les carnivores étaient eux aussi largement présents. L'un des plus connus du Jurassique est sans doute l'allosaure. Souvent confondu avec le tyrannosaure, l'Allosaurus fait partie des grands prédateurs du Jurassique. Il a une mâchoire énorme, des dents crénelées et recourbées qui lui permettent d'arracher la chair. Et si par un excès d'agressivité, il en perdait quelques-unes durant l'attaque, celle-ci repoussait bien vite. Outre cette dentition hors norme, il a également des membres antérieurs courts mais robustes. Ils lui sont utiles pour saisir les proies et ne plus les lâcher. Il s'en sert également pour dépecer ses victimes. Les membres postérieurs sont plus longs, mais tout aussi vigoureux. Ils sont également pourvus de griffes. Carnivore et peut-être charognard à l'occasion, l'Allosaurus peut également chasser en groupe pour s'attaquer aux gros herbivores du Jurassique. Rien ne l'arrête. Ce dinosaure bipède est donc parfaitement équipé pour être un grand prédateur du Jurassique. Mais il n'est pas le seul à convoiter cette place. Voyons à présent le Mégalosaurus. Avec ses 7 mètres de long et ses 3 mètres de haut, il est assez imposant. Il est le tout premier dinosaure à avoir été décrit et auquel on a donné un nom. Il signifie d'ailleurs « grand lézard » en grec ancien. On reconnaît un peu les mêmes caractéristiques chez lui que chez les allosaures. On retrouve par exemple les membres antérieurs courts armés de griffes, des membres postérieurs plus longs et robustes, ainsi qu'une mâchoire crénelée en forme de lame. Il fait partie des prédateurs les plus redoutés du Jurassique. Dans un autre genre, il y a également les droméosaures qui commencent à émerger tout doucement au Jurassique, mais qui s'installeront plus largement au Crétacé. On est cette fois face à un carnivore de taille moyenne. Il a la particularité d'être couvert de plumes. C'est tout du moins ce que les dernières recherches ont pu mettre en lumière à son sujet. Il partage en effet de nombreuses caractéristiques avec les oiseaux primitifs. La forme de son corps, les plumes, mais également les pattes et la fameuse griffe sur le deuxième doigt font partie des caractéristiques similaires à celles des oiseaux. Ce groupe de dinosaures nous amène à celui des dinosaures aviens, comme l'Archaeopteryx. Lui aussi est un genre de dinosaure à plumes. On reconnaît chez lui les attributs de certains oiseaux. Pour autant, on ne peut pas non plus faire abstraction de son côté reptilien, avec les caractéristiques qui le définissent, comme un petit dinosaure bipède se rapprochant d'un Compsognathus par exemple. Ce groupe de volatiles est sans doute celui qui permet de faire le lien entre les dinosaures et les oiseaux.
Grâce à ses griffes et sa longue queue l'aidant à maintenir l'équilibre, il peut chasser facilement des insectes et des petits animaux. En parlant de petits animaux, le Jurassique n'est-il pas connu, au contraire, pour être l'ère des géants? Alors, qu'en est-il vraiment? Si l'on observe les fossiles des plus gros dinosaures connus, un certain nombre est à situer durant la période du Crétacé, plutôt qu'au sein de celle du Jurassique. Alors, pourquoi parle-t-on de l'ère des géants lorsque l'on évoque le Jurassique? Est-ce une faute de langage, une mauvaise information, une erreur populaire? Non, le Jurassique peut effectivement être reconnu comme l'ère des géants. Les énormes sauropodes au long cou, très nombreux durant la période, connaissant une grande diversité d'espèces et justifient l'appellation ère des géants. Partons sans plus attendre à leur rencontre. Malgré leur taille immense, nous n'avons rien à craindre. Ces géants sont herbivores. Petite parenthèse au passage, jusqu'ici, afin de vulgariser l'histoire des dinosaures, on utilise plus facilement le terme d'herbivore. Mais on devrait plutôt dire végétivore. L'herbe n'apparaîtra en effet qu'à la période suivante, le Crétacé. Les choses étant dites, observons maintenant de plus près ces fameux gros végétivores du Jurassique. Le premier que nous allons rencontrer est un diplodocus. Selon les estimations des scientifiques, le Diplodocus allorum pouvait mesurer 30 mètres et peser 24 tonnes. Son cou de près de 6 mètres lui permet d'atteindre la nourriture inaccessible à bon nombre de dinosaures herbivores. Il peut atteindre les cimes des arbres comme des conifères, mais il peut également allonger son cou et se nourrir de plantes aquatiques des marais ou de massifs de prêles. Sa queue est extrêmement longue et a elle aussi toute son utilité. Composée de 80 vertèbres caudales, sa queue lui sert de contrepoids, mais peut aussi être très dissuasive en cas d'attaque de prédateurs. Une hypothèse émise par certains paléontologues offre également à cette queue massive un rôle dans la parade amoureuse. Pour montrer leur puissance, les mâles faisaient claquer au sol ce fouet géant. Ils ont alors estimé que le bruit provoqué lors de ces parades aurait pu atteindre 200 décibels, soit un son plus puissant qu'un avion en décollage à moins de 100 mètres. Le Diplodocus partage son territoire avec d'autres animaux gigantesques, tels que Bothriospondylus, un autre mastodonte du Jurassique classé parmi les sauropodes de près de 20 mètres de long. Le genre Brachiosaure est sans doute l'un des plus connus du grand public. Le nom complet de l'espèce unique du genre est Brachiosaurus altithorax. Il fait lui aussi partie des plus grands animaux qui n'aient jamais foulé la terre. Il mesure environ 25 mètres de long et pas moins de 12 mètres de haut. Chacune des vertèbres de son cou mesure 70 cm et il en a 12. Malgré son corps surdimensionné, il a une petite tête. Son petit péché mignon, les fameux arbres de grande taille que nous avons observés dans la forêt en première partie de vidéo, mais aussi les cycas aux feuilles tendres et savoureuses. Malgré sa taille immense, un concurrent sérieux arrivera prochainement au Crétacé, le titanosaure. Après avoir déambulé un long moment dans ces forêts du Jurassique, il est temps d'aller voir ce qu'il se passe sous le niveau de la mer. L'océan regorge de créatures plus extraordinaires les unes que les autres. Depuis le Trias, le monde marin a lui aussi connu de nombreux chamboulements. À première vue, la faune terrestre est riche et largement diversifiée. Mais qu'en est-il de la vie sous-marine?
Est-ce que, sous l'eau, la vie est aussi florissante? C'est ce que nous allons voir tout de suite. En plein cœur de l'océan du Jurassique, on retrouve bien sûr beaucoup de nos fameux animaux à coquilles qui constituent l'une des bases de la chaîne alimentaire. Certains d'entre eux sont très particuliers. Nous avions eu l'occasion de les rencontrer déjà au Trias, et ils poursuivent leur règne des bas-fonds au cours du Jurassique. Ce sont les ammonites. Elles sont si nombreuses et si diversifiées que les scientifiques les considèrent comme des marqueurs stratigraphiques, c'est-à-dire qu'en fonction de l'espèce fossile retrouvée, ils sont capables de déterminer l'âge du sol. Ces ammonites donc, présentes à foison dans l'océan, constituent un véritable vivier de nourriture pour les prédateurs de petite et moyenne taille. Mais les ammonites ne sont pas toujours des proies faciles. Tout du moins, certaines espèces sont sans aucun doute difficilement attaquables par des prédateurs de petite taille. En effet, des paléontologues ont mis à jour une ammonite de près de 2 mètres de diamètre. Si ces céphalopodes grouillent littéralement dans toutes les eaux du globe, ils sont loin d'être les seuls à parcourir ces territoires marins. Les prédateurs rôdent. Au Trias, nous avions pu voir certains grands reptiles marins, comme les nothosaures. Malheureusement pour eux, malgré leur puissance impressionnante, ils ne sont pas parvenus à survivre à la crise marquant la fin de cette période. La majorité des reptiles marins de l'époque, comme les hippésuchiens et les thalattosauriens, connaîtront le même destin funeste. Il n'y a qu'un seul groupe qui parvient à braver les changements climatiques et les obstacles géologiques que la nature lui impose pendant et après la crise du Trias. C'est celui des ichthyosaures. Grâce aux derniers éléments découverts par les paléontologues, on sait aujourd'hui que ces reptiles marins étaient des animaux à sang chaud et qu'ils donnaient naissance à leurs petits en pleine mer. Des squelettes de petits ichthyosaures à l'état embryonnaire ont été retrouvés à l'intérieur du corps d'individus adultes, parfois même dans une position indiquant qu'ils étaient prêts à naître. Leur taille était très variable en fonction des espèces. Les plus petits mesuraient à peine 1 mètre de long, mais les plus grands spécimens pouvaient aller jusqu'à 20 mètres. Si on les compare souvent à des dauphins, ce n'est pas uniquement pour leur museau allongé et leurs dents pointues, mais pour les similitudes rencontrées dans leur mode de vie. Ils sont adaptés à une vie pélagique, mais peuvent également descendre dans les profondeurs. Ils se nourrissent de poissons et d'ammonites. Malgré leur formidable ascension et leur grande capacité d'adaptation, les ichthyosaures vont connaître une concurrence rude avec l'arrivée massive des plésiosaures. Les plésiosaures forment un autre grand groupe qui va émerger au Trias et venir compléter la grande famille des superprédateurs marins du Jurassique. Ils ont une petite tête, un long cou et un corps assez semblable aux tortues. Ils sont aussi caractérisés par une queue courte et 2 paires de grandes nageoires. Plesiororus est une espèce typique de cet ordre. Il mesure entre 3 et 5 mètres de long. Son cou représente à lui seul une grande partie de sa longueur. Contrairement à ce que l'on pensait, il était très peu amovible. Il était même plutôt raide et était incapable de le plier pour se nourrir, comme peuvent le faire les cygnes par exemple. Il occupe plus ou moins la même niche écologique que notre ichthyosaure. Autrement dit, il prend sa place petit à petit. Il se nourrit de poissons et de petites proies, comme les bélemnites, des animaux faisant partie du clade des céphalopodes. Un fœtus a été retrouvé dans l'un des fossiles étudiés et a ainsi permis aux scientifiques d'affirmer que les plésiosaures étaient vivipares. La femelle ne donnait naissance qu'à un seul petit à chaque fois.
Son instinct maternel la guidant, elle prenait soin de lui durant ses premières années, prenant le temps de lui apprendre tout ce qu'il devait savoir, comme débusquer les plus beaux spécimens de bélemnite. Il pouvait ainsi se débrouiller seul par la suite dans cette immensité bleue. Le pliosaure est un autre reptile marin des plus féroces qui sévit dans toutes les eaux du globe. Il terrorise même d'autres reptiles marins tels que notre ichthyosaure. Sa mâchoire, armée de 130 dents acérées, suffit à faire trembler l'océan de peur. Longues et très tranchantes, elle tue d'un coup net. Sa taille est à la mesure de sa formidable dentition. Il pouvait atteindre 13 mètres de long. Ses pattes natatoires, 4 membres puissants, le propulsent à grande vitesse pour qu'il fonce sur ses victimes. Le pliosaure est surnommé, à raison, le T-Rex des mers. Les pliosaures ne sont pas les seuls à conquérir l'océan. Les crocodiles prennent également le chemin de la mer. Pour illustrer l'ordre des crocodiliens, je te propose de découvrir Cricothosaurus bambergensis. Il vit dans les mers peu profondes, notamment près des archipels, où il trouve tout ce dont il a besoin pour survivre. Contrairement à l'image que nous avons des crocodiles, dont il est l'ancêtre, il connaît quelques similitudes avec d'autres animaux aquatiques, comme les dauphins par exemple. On peut voir qu'il a notamment une nageoire caudale et des membres qui s'apparentent plus facilement à des pattes natatoires qu'à des pattes fonctionnelles pour une mobilité terrestre. Plutôt vorace, réactif et rapide, il n'hésite pas à se jeter sur des calmars ou des poissons. Au cours du Jurassique, une nouvelle lignée apparaît dans le monde aquatique, celle des tortues marines. On a découvert notamment en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, des restes fossiles de tortues marines. La tortue Solnofia pasonsi. Ce n'est pas tellement étonnant lorsque l'on sait que la région à cette époque était, contrairement à aujourd'hui, une sorte d'archipel tropical. La mer était peu profonde et peuplée de récifs d'éponges en tout genre. Si l'on reconnaît assez facilement la silhouette d'une tortue, quelques détails montrent qu'elles ne sont pas encore aussi évoluées que nos tortues actuelles. Leurs pattes, par exemple, ne sont pas encore en forme de pagaie, mais plutôt en forme de doigt. Elles se déplacent donc plus facilement sur la côte. Ensuite, contrairement à nos tortues, elles ne sont pas non plus équipées des fameuses glandes favorisant l'élimination du sel. Elles ont en revanche le même museau pointu et la même tête triangulaire. D'autres espèces, notamment celles comprises dans le genre Plesiochelis et Thalassémis, peuplent l'archipel. Ces tortues devaient se méfier d'un prédateur très puissant, qui parcourait aussi bien les eaux douces que les eaux salines. Ibodus vivait dans les mêmes zones géographiques que certains reptiles marins et crocodiliens. Si celui-ci était sans doute la proie de reptiles marins 2 fois plus grands que lui, cela ne l'empêchait pas de trouver de nombreuses proies à se mettre sous la dent. Il est un prédateur dit durophage, c'est-à-dire qu'aucune carapace ou proie dure ne lui fait peur. Il se nourrit de bélemnites, mais également d'autres petites proies grâce à une denture spécialisée. Ses dents sont larges et plates, conçues pour broyer et écraser. Il se déplace rapidement à l'aide de ses nageoires pectorales bien développées. Il est donc considéré comme un prédateur plutôt actif et vorace. Pour se reproduire, les ibodontes pondaient leurs œufs dans l'eau. Une sorte de caisse d'œufs en forme de spirale était attachée à la végétation marine par une petite vrille. Nous allons quitter maintenant le monde aquatique sur les images de ce petit cordon de vie pour rejoindre le ciel. Nous l'avions déjà vu en abordant le Trias.
la large diversification des insectes et leur population croissante sur les hauteurs des forêts, ainsi que la présence de gros prédateurs au sol, ont favorisé l'expansion des lézards volants. Au cours du Trias d'abord, on voit apparaître l'un des premiers groupes de ptérosaures, les Rhamphorhynchides. Ils sont de petite taille et finalement encore assez primitifs. Mais le Jurassique va changer cela et bousculer un peu l'ordre des choses au sein de ces dieux du ciel. Si au Trias on pouvait admirer Eudimorphodon d'1 mètre d'envergure environ, dès le Jurassique, des espèces comme Rhamphorhynchus de 2 mètres d'envergure font surface. Mais il est loin d'être le seul à parcourir le ciel. L'un des plus grands ptérosaures du Jurassique se nomme Derkesiaktanac, entre 2 mètres et demi et 3 mètres d'envergure. Au Jurassique moyen émerge également une nouvelle famille chez les ptérosaures. On les appelle les ptérodactyles. Ils se distinguent des ptérosaures plus primitifs par la réduction de leur queue et par un 5e orteil absent, ainsi que par un nombre de dents moindres. Ils sont généralement plus petits que nos précédents spécimens de ptérosaures. Leur envergure moyenne varie entre 50 cm et 1 mètre de long, mais certains atteignent au Jurassique une envergure de 3 mètres. Ces carnivores se nourrissent de poissons, mais également de petits animaux terrestres à l'occasion. Pour les aider dans leur tâche de prédation, ils sont munis de 90 petites dents fines et coniques. Un grand nombre de ptérosaures apparaissent au Jurassique. Même si les espèces se diversifient et se développent plus largement encore au Crétacé, on voit nettement qu'ils commencent à s'imposer dans le ciel jurassique. Si la branche des ptérosaures se diversifie à ce point, c'est parce que de nombreuses niches chez les dieux du ciel se dessinent. Pour y répondre et y trouver leur place, ils doivent donc s'adapter à leur environnement en fonction de leurs besoins. Chez les ptérosaures, on retrouve tous les régimes alimentaires, insectivores bien sûr, mais également piscivores, filtreurs et durophages dans le monde marin, carnivores, herbivores ou encore omnivores sur le continent. Il y a également du changement sur la Terre, avec de nouveaux petits animaux mammaliens. Outre les très populaires dinosaures qui ont marqué l'histoire du Mésozoïque, les mammifères ont également fait une timide apparition dès le Trias et poursuivent leur lente évolution au cours du Jurassique. En effet, au beau milieu de ces milliers de dinosaures, difficile pour l'heure de se faire une place dans le monde du vivant au Jurassique. Malgré tout, les mammifères ne lâchent pas pour autant l'affaire. Crise biologique ou manque d'adaptation, des places vacantes se forment dans certains milieux. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Ces niches écologiques vont vite être exploitées par les nouveaux venus. Si durant le Trias, au centre de la Pangée, le climat est plutôt sec, à la suite de la fracture de cette dernière, le climat devient chaud et humide. De ce fait, la végétation s'épanouit et nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le voir, des jungles luxuriantes ne tardent pas à couvrir une grande partie des terres, profitant à un grand nombre d'animaux. Les dinosaures, les reptiles, les ptérosaures, mais pas seulement. Quelques espèces vont s'adapter et profiter de ce milieu particulier pour occuper un environnement tropical et arboré. C'est le cas de petits animaux arboricoles, comme le genre Chenchu et Chunchu, des mammifères. Chenchu est un petit animal de 18 cm, doté d'une longue queue de 20 cm pour un poids d'environ 300 grammes. Sa queue préhensile est l'une des caractéristiques qui a mis sur la voie les paléontologues pour le classer chez les animaux arboricoles.
Chez le genre Tianchu, on compte 2 espèces, les Linglong et les Ongae. Ils sont différents du genre Tianchu, malgré quelques similitudes. La première incisive est nettement plus petite chez Tianchu et il a également des molaires ovoïdes. Mesurant 20 cm de long, il ne pèse que 40 grammes selon les estimations des scientifiques. Linglong serait quant à lui un peu plus gros et pèse environ 80 grammes. Ce qu'il faut retenir chez ces 2 genres très particuliers, ce n'est pas tant leur côté arboricole, même si cela montre une formidable adaptation dans la lignée des mammaliens. Il faut également voir l'émergence des caractéristiques des premiers mammifères. Outre leur dentition, notamment l'articulation mandibulaire caractéristique du clade des mammifères. On peut également voir en observant leurs fossiles que le squelette compte 3 os bien particuliers dans l'oreille moyenne. Cela signifie qu'ils étaient dotés de tympans et que celui-ci transformait les vibrations de l'air en son. On voit donc que les mammaliens parviennent à s'installer durablement en occupant des niches écologiques spécifiques, qu'ils se diversifient, s'adaptent et évoluent. Bien d'autres surprises nous attendent en découvrant les mammaliaformes et en particulier les mammalias, ces mammifères qui donneront une descendance à notre faune contemporaine. Mais ça, c'est une autre histoire, une autre période, un autre voyage. Rendez-vous au Crétacé pour le découvrir.